Dans les emplois de non-cadres permanents, ce sont les femmes qui sont majoritaires, bien entendu. Concernant les managers, 30% sont des manageuses. Et cette anomalie, que l'on retrouve partout, pose de vraies questions, mais ces questions, on les retrouve surtout à l'étranger. Auteur de nombreux ouvrages dont L'homme expliqué aux femmes, l'avenir de la masculinité, j'ai lu en 2012. Vous avez enseigné la philosophie, avez été l'éditeur de la collection Philosophée, et votre dernier essai, L'ambition ou l'épopée de soi, vient de paraître aux éditions Flammarion. Une femme au pouvoir pour 10 hommes au pouvoir, en général ça va de 10% à 20%, et c'est valable pour les chefs d'État, c'est valable pour l'Assemblée nationale, de 10 à 20% on tolère les femmes. En fait, je comprends tout à fait... Tolérer est joli mot, je trouve. Oui, on tolère, bien sûr, on tolère. Parce qu'en fait, bon, je comprends tout à fait ce qui vient d'être dit sur l'idée que c'est culturel et qu'il faut former à la base, je dirais, à la mixité, etc. Mais ça fait quand même 40 ans qu'on essaye ça. Ou dans les années 70, on va dire, oui, 30 ans, 40 ans. Et on voit bien qu'il y a un échec, puisqu'on a des chiffres qui restent déplorables aujourd'hui. Qui se transmettent de génération en génération. Mais qui se transmettent évidemment, parce qu'en fait, la base, pour moi, n'est pas du tout culturelle. Les hommes savent très bien ce qu'il faut. C'est un hold-up organisé. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Non, mais c'est tout ça. Il y a beaucoup d'argent à se faire, et dans l'industrie du disque, comme dans d'autres industries, et avoir des postes de pouvoir, c'est avoir des postes de décision. On a affaire non pas à quelque chose de culturel. Ah, les hommes ne sont pas habitués aux femmes. Ouais, ils ne sont pas habitués aux femmes. Ils vont à l'école avec des femmes, ils côtoient des femmes. Non, c'est pas ça. C'est que simplement, il y a un hold-up qui se fait. Le communautarisme masculin, c'est du communautarisme. Et là, c'est beaucoup plus intéressant pour moi, me semble-t-il, de dire que c'est politique et que c'est un arrangement entre hommes, plus ou moins tacite, très codé, vestimentaire, relationnel, même jusque dans le rire. On peut exclure des femmes, j'appelle ça le rire gras. Une femme au milieu de 10 hommes qui parlent de foot ou qui parlent de grosses blagues salaces, forcément, on la tolère, mais elle n'est pas inclue véritablement. Dans tous les médias, vous avez par exemple des activités para-professionnelles qui permettent aux hommes de monter dans la carrière parce qu'ils se cooptent. Dans la musique, je sais pas, vous allez sûrement avoir un club de foot qui va naître ou qui va renaître, où les femmes seront censées être supportrices et les hommes seront censés être les héros. Bref, il y a toute une organisation politico-sociale qui se met en place, qui est réelle, et qui fait qu'on arrive à ces chiffres-là. Tout ça ne tombe pas de la culture. On sait très bien que les femmes, c'est super sympa, on aime bien rigoler avec vous, mais quand il s'agit de se partager le gâteau, comme par hasard, on choisit des hommes. Donc c'est de la cooptation, c'est un communautarisme masculin. C'est beaucoup plus intéressant, pourquoi ? Parce que ça permet d'être opératoire. Si on dit ce n'est pas culturel, mais c'est une arnaque organisée, c'est un hold-up organisé, alors du coup on peut être en colère, c'est très important. Je me rappelle de Adèle, je ne sais plus si c'était l'année dernière, Adèle, elle fait son discours au Brit Awards, et on lui coupe, les hommes lui coupent la parole, parce que soi-disant il fallait respecter le timing, et je me rappelle de son doigt d'honneur. Pour moi c'est ça le nouveau féminisme. Et les hommes peuvent être en colère aussi. Certains hommes qui ne peuvent pas supporter le foot et qui en ont marre d'avoir des abrutis de 60 ans pervers qui prostituent des femmes, on peut aussi être en colère, nous, en tant qu'hommes. Mais c'est la colère le vrai lié. C'est sortir d'un féminisme de fond intellectuel, de débat intellectuel, où on explique sociologiquement le bâton vert, pour aller vers un féminisme de fond. Et je pense que l'industrie du disque, la musique, avec tout son héritage de subversion, vous l'avez noté, de colère, d'émotion possible, je pense que si ça doit péter, ça doit être dans l'industrie du disque qu'on pourrait avoir des exemples de colère expressive qui se transforment en œuvre d'art. Mais ne soyons pas dupes, on n'a aucun intérêt, nous, en tant qu'hommes, de partager le gâteau. Ça, c'est pour moi la base d'un nouveau féminisme à venir. Aucun intérêt de vous laisser entrer, mesdames. C'est une vision cynique, moi je pense qu'on en a de l'intérêt, hein. Évidemment, je provoque un tout petit peu, mais concrètement parlant, ce communautarisme masculin rapporte beaucoup d'argent et beaucoup de prestige social. Marie, tu voulais... Je voulais juste réagir, je trouve ça hyper intéressant. Il y a juste un point, je pense je ne sais pas si c'est pour le coup c'est organisé, mais c'est peut-être cette même organisation. Mais c'est ce à quoi vous faites appel, finalement, c'est un droit à la violence. Je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une femme soit violente, et d'ailleurs c'est inacceptable. Et en fait, ce que vous dites, c'est que pour sortir de cette situation, il faut s'autoriser la violence. Tout comme pour faire aujourd'hui ce panel, pour faire juste un petit résumé, c'est pas été facile au démarrage, parce que parler de la place des femmes dans la musique, mais où, quoi, comment, mais de quoi tu parles, on peut pas mettre les pieds dans le plat, puis on peut pas en parler. Et puis si tu en parles, tu es féministe,
Donc voilà, c'est le gros mot tout de suite, même si on essaie d'en parler. Et heureusement, donc j'ai eu un homme, Bertrand Dical, qui m'a beaucoup soutenu sur ce projet, qui a vraiment poussé pour qu'on puisse le faire. Mais effectivement, mettre les pieds dans le plat et parler des femmes dans la musique, ça a dû être violent pour le pousser. Vous m'avez dit avant qu'on commence le débat un chiffre encore plus extraordinaire, c'est sur les artistes programmés, il y a 10% de femmes et 90% d'hommes. Voilà, Coachella disait entre 15 et 20% de femmes sont programmées à Coachella, dont uniquement 2 femmes qui sont passées sur la scène principale. J'aime bien ce chiffre, 10%, 90%, je trouve que c'est assez parlant. 10% de programmation de femmes, oui. Oui, c'est pas mal. Donc, bon, les leviers ils sont pas agréables à entendre. Si on veut des leviers efficaces, c'est pas agréable, parce que je vous ai parlé de colère tout à l'heure. Dans le geste d'Adèle que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même l'idée qu'une femme a eu la parole coupée. Philosophiquement, c'est intéressant. La parole de la femme, c'est ce qu'on peut couper. La parole de récrimination, la parole qui veut de la justice, la parole qui dit c'est injuste, on lui coupe la parole. Dans le couple aussi, ça marche très bien. Tu es belle quand tu te mets en colère. Tu es belle quand tu te mets en colère. Ta colère, je la nie et je te renvoie à ta beauté. Vous savez, dans l'art et la culture, dans les musées, par exemple, prenons le cas des musées, il y a 92% d'œuvres qui sont des œuvres masculines. C'est exactement le même quota, la loi des 10% de femmes. Je rappelle, 10% de femmes programmées, voilà, exactement. 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant, un adolescent, un adulte regarde une œuvre d'art, tombe en pamoison devant une œuvre d'art, c'est à 92% de chances que ce soit une œuvre masculine. Et ça formate les esprits. Donc il y a un côté culturel, effectivement, qui nécessite un gros boulot historique de faire remonter à la surface tout ce qui a été enseveli par effectivement un communautarisme qui est millénaire, à savoir des œuvres de femmes. Moi je fais ça en philosophie, régulièrement dans mes livres j'essaie de faire remonter des femmes qui sont philosophes, même si on les a classées comme littéraires ou comme écrivaines. Mais je pense que dans chaque secteur il y a tout un travail de dire voilà, la créativité n'est pas masculine, la créativité elle est humaine et elle n'a pas de sexe. Ensuite, autre chose, cette colère qu'on vous interdit, vous les femmes, je pense qu'il faut que vous lui donniez, et des hommes peuvent vous aider aussi, une dimension politique, parce que la colère de l'adolescent qui râle, ça mène à rien. Alors, cette dimension politique, elle est effectivement d'en retrouver du crédit avec votre parole. On a tout un système, mais là on est dans la superstructure, hein, on a tout un système qui vise à retirer toute crédibilité à la parole féminine. Quand un homme parle, c'est sérieux, quand une femme parle, c'est pas sérieux. Alors ça commence par exemple par la médiatisation des experts à la télévision. On sait qu'il y a 16 à 17% de femmes expertes à la télévision. Les experts sont des experts. Voilà, les experts sont des experts. Lorsqu'on parle de la marche, de l'avenir, de la société, de la politique, c'est 17%, on est encore entre le 10 et 20. La femme qui parle, et en entreprise on retrouve ça à tous les niveaux, la femme qui parle est moins crédible que l'homme. Et donc sortir du souci d'être féminine et de correspondre aux attentes masculines. Parce que là on parle de pourcentage, mais il faut voir aussi ce qu'on fait de la femme dans l'industrie de la musique. C'est quand même grandement une femme prostituée qui doit faire jouir le mal en rut, grosso modo. Je lisais tout à l'heure, pour préparer le débat, ce que les conseils de Sinéad O'Connor à... Miley Cyrus. Exactement, Miley Cyrus, qui est passée de star Walt Disney à star hypersexualisée, justement pour mal en rut. Et elle lui dit, attention, c'est dangereux, ne montre pas que se prostituer c'est cool, c'est très dangereux. C'est très dangereux, il en va de ta santé mentale, il en va de la santé, de l'image que tu montres de la femme aux autres femmes. Et c'est une lettre magnifique, et c'est une lettre absolument virulente. Et là, je trouve que voilà, une responsabilité des femmes qui ont réussi, c'est de faire preuve de colère. C'est la colère de celles qui ont le crédit, pas la colère de celles qui n'arrivent pas à entrer. Mais la colère de celles qui ont le crédit. Je cite juste Sinéad O'Connor, l'industrie musicale se contrefiche de vous ou de nous, ils vont vous prostituer autant que possible et vous faire croire que c'est ce que vous souhaitez, vous en gros. Et quand vous finirez en cure de désintoxication, ils seront au soleil sur leur yacht à Antigua, qu'ils auront acheté en vendant votre corps, et vous serez très seul. Je le répète, vous possédez assez de talent, et la phrase est fondamentale, vous possédez assez de talent pour ne pas laisser l'industrie musicale faire de vous une prostituée. Vous ne devriez pas les laisser vous prendre pour une idiote. Ne pensez même pas une seconde que l'un d'eux se soucie de vous. C'est d'une violence, il faut lire cette lettre, elle est sur le net. C'est d'une violence imparable, c'est une femme de 47 ans qui parle, qui a beaucoup de bouteilles, qui connaît un peu le métier. C'est que pourquoi il y a peu de femmes dans les conservatoires qui sont prises, ou peu de femmes qui sont programmées musicalement, c'est que les journalistes vendent plus les hommes. C'est que les historiens de l'art sont plus proches des hommes. Et c'est pour ça que les musées sont remplis d'œuvres d'hommes. On encense le génie, les génies masculins. Et donc c'est pas simplement les artistes avec eux-mêmes, c'est aussi comment la médiatisation, et là on touche l'ambition. L'ambition c'est pas simplement être passionné d'une chose, c'est vouloir être médiatisé, vouloir
avoir un impact politique.